Bonjour Anton Brender. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Candriam. Dans une précédente interview, vous nous avez fait un petit état de santé des banques dans ce contexte de taux proche de zéro, de taux bas. Je voudrais savoir aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux dans le bilan des banques? Est-ce que c'est les créances douteuses accumulées après 8 ans de crise qui n'ont pas été apurées, ou alors le risque qui vient davantage des actionnaires qui poussent les banques à aller chercher plus de risques pour plus de rendement? Qui pousserait Les banques, pousserait. peut-être. Non, ce qui est sûr, c'est que d'abord, il y a effectivement un problème de prêts non performants, de créances douteuses, etc. Ça, c'est une réalité, mais il faut bien comprendre d'où vient cette réalité. Elle vient en partie, quand ce n'est pas en totalité, aujourd'hui, de la crise que la zone euro a traversée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'aussi efficace pour transformer une bonne créance en créance douteuse qu'une longue stagnation, voire une profonde récession de l'économie. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas un hasard si on constate que les banques qui ont le plus de créances douteuses, ce sont celles dans lesquelles le chômage est le plus monté. Ce n'est pas que la dette des ménages soit le principal problème, c'est que la hausse du chômage traduit la dépression de l'activité et c'est un facteur naturel, mécanique presque, de hausse des créances douteuses. Et ensuite, vous avez le problème de savoir comment on se débarrasse de ces créances douteuses. Et c'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre de systèmes bancaires dans lesquels on laisse s'accumuler des créances douteuses. L'activité, d'ailleurs, est toujours assez déprimée, souvent dans ces pays. Le pays type, c'est l'Italie. Mais en même temps, ce sont des pays dans lesquels se défaire de créances douteuses, régler le problème des créances douteuses, est plus compliqué que dans d'autres. On a beaucoup insisté là-dessus. En Italie, tout ce qui concerne les créances douteuses, la cession de créances douteuses, le règlement des conflits entre le créancier et le débiteur, saisir quelque chose en Italie, c'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Donc il y a en Italie en particulier un problème de créances douteuses qui est réel, qui est concentré, en fait, dangereusement concentré dans deux banques, dont les montants, tout le monde les connaît, donc une des plus vieilles banques du monde. Oui. C'est malheureusement rappelé à cette occasion. Ces problèmes, on les connaît, ça représente quelques dizaines de milliards d'euros, c'est quelque chose qui est réglable. Donc il y a un problème hérité d'un passé récent qui est lié à la forte dépression de l'activité et ensuite à l'absence de gestion dans quelques pays du problème des créances douteuses. Ce n'est pas un problème de l'ensemble de la zone euro, en tout cas il n'est pas préoccupant dans l'ensemble de la zone euro. Vous nous aviez dit aussi dans une... Non, allez-y, vous n'aviez pas terminé. Alors non, l'autre question que vous posiez, c'était est-ce que les actionnaires ne sont pas une autre source de danger pour les banques européennes en leur demandant, dans un environnement qui n'est pas du tout propice à ça, de dégager des rendements plus importants? Il y a bien sûr ce risque, mais à ça, il faut dire deux choses. D'abord, les rendements qu'on a observés avant la crise étaient des rendements qui font parfois rêver, étaient des rendements qui avaient atteint en prenant des risques extrêmement importants. Et ça, on l'a constaté qu'après. Et donc, il y a toujours ce rapport entre rendement et risque. Les rendements élevés des banques avant la crise et d'un certain nombre d'autres intermédiaires financiers étaient liés à une prise de risque qui s'est avérée ensuite être excessive et coûteuse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'abord, les banques ont pris acte du fait qu'elles avaient vécu un peu dangereusement et que ça leur a coûté, et que ça coûtait à leurs actionnaires assez cher. Et spontanément, elles sont redevenues beaucoup plus prudentes. À ça, on a imposé une deuxième source de prudence qui était tout simplement une nouvelle régulation prudentielle extrêmement contraignante qui fait qu'on a peu de chance de revoir le type de rendement qu'on a vu hier dégagé par les banques aujourd'hui si elles respectent effectivement les nouvelles régulations qui se sont mises en place. Donc il y a deux raisons à la prudence. Un, l'expérience passée. Deux, les régulations en place qui font qu'il n'y aura plus les mêmes prises de risque, quoique espèrent les actionnaires, et donc des rendements qui seront nécessairement, par rapport aux actifs, plus bas que ceux qu'on a observés par le passé. Vous étiez venu il y a 6 mois sur Xerfi Canal. Vous aviez dit que cette situation de taux bas poussait des investisseurs peu enclins à prendre du risque à en prendre. Et en conséquence, dès que le marché bougeait un petit peu trop, il se retirait immédiatement. Et finalement, cela était source d'une grande volatilité. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est toujours la même chose? C'est toujours la même chose. Attention, ce qui se passe, c'est qu'une partie des investisseurs sont présents sur les marchés risqués de façon indirecte, via des fonds dans lesquels ils rentrent. Et ces fonds sont des fonds un peu structurés qui, quasi automatiquement, pour préserver le capital qui a été investi,
sortent lorsque la volatilité augmente. Donc c'est un facteur de hausse de la volatilité. Mais à titre purement anecdotique, il y a autre chose qui vient illustrer la même chose. Il y a des ménages particulièrement averses au risque, en tout cas qui ont cette réputation, qui sont les ménages allemands, dont on dit aujourd'hui que les taux bas les forcent à épargner plus, puisque c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est un des effets pervers des taux que pratique la BCE, qui sont souvent dénoncés en Allemagne. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde? C'est ma collègue qui a regardé il n'y a pas très longtemps les statistiques disponibles. On constate quoi? On constate qu'effectivement, les ménages allemands placent plus, mais pas en dépôt. On voit d'un seul coup les placements des ménages allemands en actions augmenter. Et clairement, c'est un comportement qui est induit par la baisse du rendement sur tous les autres placements sans risque. Or, les ménages allemands, ils sont quand même relativement averses au risque. Et on est forcé d'admettre que les taux bas poussent à prendre plus de risques, avec, bien sûr, la possibilité de voir la volatilité augmenter si demain, il y a des chocs qui venaient faire peur à ces nouveaux investisseurs, si je puis dire, sur les marchés financiers. Donc si je comprends bien, pour résumer la situation, on a moins de croissance qui pousse à une situation où on prend de plus en plus de risques. Est-ce que c'est tenable? D'où peut venir l'étincelle? On a un peu plus de croissance qu'on en avait auparavant. C'est-à-dire qu'il ne faut donc pas vivre avec l'idée que les taux bas n'ont que des effets négatifs, parce qu'on a parlé des effets pernicieux, et ils sont réels, des taux bas. Mais il faut toujours se demander, c'est aussi ce que disent les dirigeants de la Banque centrale, il faut se demander qu'est-ce qui se passerait si les taux n'étaient pas aussi bas. Et c'est très difficile de raconter une histoire dans laquelle, avec des taux plus élevés, on pourrait dire que les choses iraient mieux. Et donc je pense qu'il y a des effets secondaires, mais il ne faut pas dire que les choses vont toujours aussi mal, elles vont moins mal qu'elles n'allaient il y a 2 ans ou 3 ans. Mais la situation est plus instable. Sur les marchés, il y a peut-être un peu plus de volatilité, mais l'économie réelle n'est pas vraiment plus instable à cause des taux bas. Eh bien, merci beaucoup, Anton Brender, pour cet éclairage. Merci.